Alors là, on va faire une petite vidéo élevage et on va s'intéresser là au cas de ces deux bêtes. Alors ici, on reconnaît Sauge et sa maman qui est là, qu'on a mis sur ce qu'on appelle une parcelle parking. Elles y sont depuis maintenant près de 15 jours. Elles ont de l'eau. Je leur amène donc tous les jours du foin, on voit là-bas du foin. Elles n'ont plus un brin d'herbe à manger, elles ont tout ratiboisé. Elles sont quand même belles pour la saison. Je rappelle que c'est des animaux qui ne mangent que de l'herbe et du foin. Il y a 0 granulés et 0 céréales chez nous pour les bovins. Et du coup, si ces deux-là sont ici, un petit peu en punition, entre guillemets, même si elles sont très très bien, c'est parce qu'on conserve le système de rotation là-bas dans les prairies pour notamment une vache qui est Lumière, qu'on avait traité en début d'année et qui allaite encore son veau. Et son veau va partir à l'abattoir dans 15 jours. Et nous, pareil, le veau il n'a aucune complémentation. Donc il faut que Lumière fasse du lait, beaucoup de lait pour son veau. Et alors on conserve Lumière sur le système en rotation sur les prairies. Mais si on avait ces deux-là en plus, en fait, ça irait trop vite. L'herbe disparaîtrait trop vite en fait. Et là, aujourd'hui, par exemple, on aurait des vaches qui seraient toutes sur une parcelle parking. Donc on avait décidé de mettre ces deux-là sur la parcelle parking à l'avance, ce qui nous permet d'avoir encore bien 15 jours d'herbe pour Lumière. Et on va espérer quand même avoir de la pluie, parce que d'ici 15-20 jours, tout le monde va être sur une parcelle parking. On n'a pas de repousse derrière. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on leur amène, pour leur faire passer cette mauvaise période, qui est la sécheresse, on leur amène des branches d'arbres. Alors il y a un petit peu de tout, même si elles ont bien apprécié le chêne et elles ont surtout bien apprécié les pommiers. Alors ça tombe bien parce que cet hiver je voulais arracher les 3 pommiers qui étaient ici pour augmenter la surface du petit jardin. Donc j'ai coupé toutes les têtes et donc tout ce que vous voyez là en fait c'est ce qui est par terre et elles ont mangé l'intégralité du feuillage. Et on peut même voir qu'elles sont capables de manger l'écorce. Voilà, donc ça c'est une vache qui a eu accès à un pommier. On voit pourquoi il ne faut pas laisser vos animaux avoir accès à vos arbres, et toujours faire des protections. Par exemple ici on voit le noyer qu'on conserve lui. Le noyer, même s'il est grand, il a une écorce qui est relativement fragile, notamment avec des vaches qui ont des cornes, parce que le premier truc qu'elles font, c'est qu'elles vont se frotter en fait au tronc. Et donc simplement, voilà, je leur ai mis un petit leurre. Ce n'est pas alimenté, mais il y a un fil électrique. Là, en fait, au bout de 15 jours, on aurait des cicatrices sur l'arbre et puis ça pourrait condamner l'arbre si ça durait encore longtemps. Et justement, en les maintenant quand même avec beaucoup de foin, de l'eau et ce que je vais vous montrer, on conserve quand même des animaux en bonne santé. Alors elles ne vont pas s'engraisser, mais elles vont rester quand même en état pour passer ce moment difficile, parce que là en fait on ne nous annonce toujours pas de pluie, on nous annonce encore des chaleurs. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur amène tous les jours des branches d'arbres qu'on glane par-ci par-là, dans les haies, sur des grands arbres, là, des grands têtards, sur les peupliers. Par exemple, celui-là, c'est un peuplier que je vais faire tomber cet hiver, donc je vais commencer à lui enlever les branches du bas, même si elles ne sont pas fans du peuplier. Et alors, un truc qui est un petit peu chiant, ça c'est de l'aulne. Et alors, elles ne l'ont pas mangé du tout, et c'est dommage parce que là, en fait, on a une espèce de un petit bois qui a été planté en aulne, et on avait énormément de ressources là à leur faire manger. Et manque de peau, elles ne mangent pas ça. Donc là, je suis un peu déçu. Et pareil, des fois, on a du chêne. On ne sait pas pourquoi, elles ne mangent pas. Voilà, il y a certaines branches, elles aiment bien, et il y a certaines branches, elles n'aiment pas. Alors en général, au bout de 3-4 jours, quand ça va sécher, elles vont quand même le manger. Mais j'imagine que certaines branches sont plus chargées en quelque chose, en tanin ou j'en sais rien, et elles ne mangent pas. Peut-être même que l'aulne qui est par terre, elles le mangeront lorsqu'il aura séché. Voilà, donc à voir. Et là, on voit par terre ce que j'ai commencé à donner là aujourd'hui. Donc là, on a des tiges de maïs que d'ailleurs, elles vont quand même manger. Elles finiront par manger les tiges. C'est juste que là, elles n'ont pas envie. Et je vais vous montrer où est-ce que je vais chercher ça. Parce que ça, c'est une pratique qui est ancienne, qui consiste à écimer les maïs pour récolter du fourrage, soit pour donner comme ça les années difficiles, les années sèches directement aux animaux. Alors à l'époque, c'était plutôt à l'étable. Soit à l'époque, dans les Pyrénées par exemple, où simplement ces cimes elles étaient mises à sécher et engrangées. Et c'était donné ensuite l'hiver, pareil, c'est une mauvaise saison.
Alors là, on voit ici un exemple. Donc on a un pied de notre maïs et je suis venu couper, donc toujours avec le même outil, ici, la cime qu'on retrouve là. Donc là, il y a plein de cimes que je vais aller leur apporter. Et donc ça, elles vont tout manger. Elles mangent absolument tout. Et ça, c'est quand même sympa pour les vaches en ce moment de bénéficier de cette verdure. Ce qu'on fait aussi là dans le bas du champ, d'ailleurs ça permettra d'illustrer autre chose. Donc là, le bas du champ, en fait, il est toujours à l'ombre. Vous voyez, le matin, le soleil est derrière cet arbre-là, à midi, il est derrière cet arbre-là, et puis le soir, on a encore un noyer ici. Donc on peut voir, si on recule, que plus on va à l'ombre et plus le maïs est petit. Donc ça, déjà, c'était une petite illustration pour les personnes qui veulent à tout prix faire leur potager à l'ombre, hein, planter des arbres, etc. Vous voyez, une plante qui a besoin de soleil comme le maïs, elle est 4 fois plus petite et surtout, elle n'a produit aucun épi. Donc, peut-être dans certaines régions de France, dans le sud, pour faire pousser des salades, c'est intéressant de faire du jardinage sous les arbres. Mais quand on veut produire de l'énergie, il faut que la plante reçoive de l'énergie. Et cette énergie, elle nous vient du soleil. Et donc si la plante au sol ne reçoit pas suffisamment de soleil, donc d'énergie, eh bien voilà ce qu'elle produit. Elle produit rien du tout. Alors c'est pas grave, puisque ces maïs-là, on va les couper à la base et on va les donner aux vaches, pareil. C'est pas perdu. Tout le bas du champ, vous voyez, ici on est beaucoup à l'ombre des arbres le matin, enfin une grande partie de la journée. Là d'ailleurs c'est un peu le moment où ils reçoivent du soleil et après il va y avoir cet arbre-là qui va faire de l'ombre. Donc tout le bas ici, on a des cannes de maïs qui sont beaucoup plus petites et sans épis. Voilà, et on va 2 mètres plus loin, là où il n'y a pas d'ombre portée des arbres, et on a du maïs, quoi. Donc tout ça, ça va partir dans l'estomac des vaches. Et j'ai une question également pour les personnes qui connaîtraient ce système, peut-être des gens du sud-ouest qui ont vu leurs grands-parents faire ça. Est-ce que les grands-parents, ils coupaient juste au-dessus de l'épi, ici, ou est-ce qu'il faisait un petit peu comme j'ai fait ici pour l'instant, au-dessus d'une feuille? C'est-à-dire on a l'épi, on a une feuille et on coupe ensuite. Hein, alors ça c'est mon côté jardinier, c'est-à-dire qu'en général, quand on coupe une branche après un fruit, on laisse toujours une feuille par rapport à l'effet tire-sève. Mais je ne sais absolument pas si sur une plante herbacée comme le maïs, c'est intéressant, ou si j'aurais pu ici couper ici et donc gagner encore une feuille pour mes vaches. Là c'est une question pour vous. Dites-moi en fait où est-ce qu'on coupe le maïs. Et donc il faut savoir que cette pratique, ça n'impacte pas énormément le grossissement des épis par rapport à ce qu'on gagne en fait derrière en termes de fourrage pour les animaux, là comme en ce moment, ou à l'époque c'était, comme je vous disais, plutôt pour l'hiver, pour bénéficier quand même, parce que là ça fait une sacrée prairie aérienne, hein. Si vous coupez tout ce champ, là, toute cette petite parcelle au-dessus d'un épi, ça fait quand même de la masse. Ça fait du fourrage, donc c'est quelque chose quand même qui est intéressant et voilà, qu'on fait ici une année comme celle-là. L'année dernière par exemple, vous aviez des vidéos des prairies, elles étaient magnifiques, on avait beaucoup trop d'herbe. Cette année c'est l'inverse, tout l'inverse, et il faut qu'on gratte un peu partout. D'ailleurs, on voit ici le millet, alors c'est vraiment impressionnant comme plante parce qu'il n'a toujours pas reçu une goutte d'eau. Donc là par rapport à la dernière vidéo, vous voyez encore la pousse. Et j'ai commencé justement à en couper ici. Et puis je vais couper, hein, je vais leur donner, parce que ça ne sert à rien de regarder mes vaches manger du foin alors qu'ici j'ai un petit peu de verdure. Donc ça va finir dans leur estomac. Et normalement le millet va repousser derrière. Donc c'est pas bien grave. Vous voyez là en ce moment, on est en train de racler tout ce qu'on peut racler aux 4 coins de la propriété. Les branches basses sur certains arbres, les branches qui nous gênent, qui auraient de toute façon fini dans le broyeur cet hiver. Et bien en fait on les coupe maintenant et on leur donne. Et alors vous le savez, je parle souvent du choix variétal qui est toujours très important, et on peut voir justement que cette variété-là, pour ce travail-là, c'est pas la plus pratique, c'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que donc dans ce maïs population-là, on a des épis, on va dire que les plus bas sont situés ici. Donc là, c'est à peu près à la hauteur un petit peu plus haut que mon sternum. Et on a aussi des épis qui sont situés ici, et donc là, c'est plus haut que ma tête. Ce qui fait que pour ce travail de récolte, là, de découpe, si c'est quelque chose que vous voulez faire année après année, que ce soit donc pour passer les étés secs ou engranger les cimes de maïs, eh bien choisissez une variété de maïs qui est facile à récolter, parce que vous le ferez avec un outil comme ça, et aller taper ici c'est vachement chiant en fait, alors que si je tapais tous mes maïs plutôt à cette hauteur-là, eh bien pour moi c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs les maïs dans les Pyrénées, souvent ils avaient des épis assez bas,
et c'était des plantes pas très hautes. Et on va aller voir ça d'ailleurs dans le jardin. Il y a un essai variétal là-bas. On va voir si on le mettra en place à la place de celui-ci. Mais voilà, ici je vois une limite de ce maïs-là. C'est bien, il produit beaucoup, hein, beaucoup de matière. Mais pour accéder à cette matière au-dessus de l'épi, eh bien c'est difficile, c'est chiant. Ça fait mal aux épaules, on se contorsionne un peu dans tous les sens. Et donc là, je vais vous montrer un maïs du sud-ouest qui est de plus petite taille. Hein, c'est un maïs population hein, dans lequel on a encore énormément de variabilité génétique. Hein. On en a des tout petits là comme ça. On en a des un peu plus grands qui vont à 2,30 m. Mais globalement, il est quasiment 2 fois plus petit que le maïs qu'on a là-bas. Mais il est aussi quasiment 2 fois plus précoce. Ça nous intéresse déjà nous parce que, comme je vous avais déjà dit, on est dans un fond de vallée ici, en Bretagne. Et la variété là-bas est un petit peu tardive. Et il faut finir de le sécher en fait après récolte. Et normalement, cette variété-là, si tout va bien, elle devrait être sèche sur pied. Donc ça, c'était l'objectif premier de cet essai variétal. Bon, alors malheureusement, en début d'année, on a des oiseaux là, qui sont venus nous manger la moitié des pieds. Ils nous ont sorti la moitié des pieds en une matinée. Et j'avais mis d'ailleurs ces cages en protection pour protéger ce qui restait. Normalement, on aurait dû avoir 2 fois plus de pieds. Bon, tant pis. Et il a un autre avantage, du coup, par rapport à cette pratique qui est donc décimer les maïs, c'est que quand j'ai besoin de décime de maïs, moi j'ai juste à faire ça, clac, et je récupère ma cime. C'est beaucoup plus pratique. Alors quand même, un truc à noter hein, sur ce type de variété très précoce, on a un problème, c'est que les mésanges, elles nous bouffent les maïs. Hein. C'est un petit peu comme les maïs doux. Si vous avez déjà fait du maïs doux chez vous, vous savez que les mésanges, elles raffolent de ça. Donc elles viennent, elles épluchent l'épi et puis elles bouffent les grains. Donc ça, on va voir, hein, c'est un maïs à grains blancs. Voilà, on va voir ici les grains. Donc ils sont formés, hein. Ils sont beaucoup plus précoces que les autres là-bas, qui viennent à peine de finir leur floraison. Ceux-là, ils ont fini la floraison depuis bien plus longtemps. Mais ce sera quand même à voir parce que les mésanges, elles font vraiment beaucoup de dégâts. Et on voit qu'on a été obligé ici de mettre ça c'est des sachets qu'on utilise sur les grappes de raisin. On a mis les épis sous sachet au moins cette année pour récolter du grain en fait, hein, pour pouvoir disposer de semences pour l'année prochaine. Donc ça c'est une variété qui tient ses promesses d'un point de vue précocité, qui tient ses promesses par rapport à l'objet de la vidéo, de pouvoir écimer très facilement le maïs. Alors par contre, ça fait un petit peu moins de matière végétale. Hein. Il y a moins de masse végétale sur des variétés comme ça. On ne peut pas tout avoir non plus. On ne peut pas avoir un maïs hyper précoce et qui en plus fait des gros volumes de feuillage. Si l'autre il est tardif, c'est justement parce qu'il fait énormément de feuillage avant de fleurir. Donc voilà, ça c'est normal. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu la limite de cet essimage qui est très intéressant pour les vaches. Je vais aller leur en amener, on va voir comment elles raffolent de ça. Et voilà, le problème c'est que sur la variété qu'on utilise pour l'instant, c'est super chiant d'aller couper les cimes en l'air. C'est même un peu dangereux des fois avec la lame, parce qu'il faut aussi retenir la cime. Enfin bref, c'est un petit peu chiant. Et si on s'oriente sur un maïs comme celui-là, eh bien ça peut être intéressant en fait, hein, cette pratique-là d'essimage. Elle peut être intéressante. Alors certains disent que l'essimage permet aussi de gagner encore en précocité puisqu'on amène du soleil et de la lumière sur les épis. Bon, ça c'est des choses, je ne sais pas si ça se vérifie. Voilà, mais en tout cas l'essimage, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. A priori, on peut en discuter en commentaire. C'est un truc que je vais seulement mettre en place là pour les années à venir, enfin les années un petit peu difficiles comme celle-là. Mais voilà, j'espère que vous avez des petites sources de verdure pour vos bêtes, hein, notamment des arbres. Ces arbres-là, on les a plantés en 2016. Et de pouvoir y couper des branches par-ci par-là, notamment ici, on a un peu de châtaignier, beaucoup de noisetiers, un petit peu de frêne et du chêne. Donc les vaches, elles sont contentes avec ça. Mais elles vont être encore plus contentes avec le maïs qu'on va aller leur amener. Voilà, donc là, Orge m'a vu avec mon fagot de maïs. Donc il y a tout qui y passe, hein, même les fleurs sèches. Alors on va lui mettre ça à l'ombre. Hop là. Eh bien. Sauge. Et vers là. Voilà, donc là elles sont bien à l'ombre du noyer à manger leur verdure. Alors bien sûr c'était implicite, hein, mais on ne procède à l'essimage des maïs
qu'après floraison, une fois que la floraison est terminée. Les fleurs mâles qui sont ici, il faut attendre qu'elles aient déposé leur pollen sur les fleurs femelles des épis, hein, sinon vous n'aurez pas d'épis. Ça me paraît logique, mais je le précise quand même. Voilà, donc c'est une solution parmi tant d'autres, hein, à notre échelle. Hein, si vous avez des chevaux, ça marche pareil, des chèvres, des moutons. On a toujours finalement un petit peu de verdure à proposer aux animaux en plein été. Ça permet d'avoir des animaux qui conservent un état, quoi, un bon état. On ne va pas les engraisser comme ça, mais voilà, eux, ils ne voient pas trop la différence. Ils sont quand même contents. Et puis je vous dis quand même bon courage à tout le monde, hein, que vous soyez jardinier ou agriculteur, éleveur, quoi que ce soit, à partir du moment où vous travaillez avec le vivant et qu'il ne pleut pas. En fait, c'est difficile de travailler avec le vivant sans eau, hein, puisque l'eau c'est la vie. Mais voilà, on essaye de pallier toujours un petit peu aux problèmes comme on peut. Donc quand on regarde dans le paysage ici, qu'est-ce qui est vert? Eh bien, ce sont les arbres. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va couper un petit peu d'arbres. Et puis on a aussi les cultures, certaines cultures bien sûr, parce que dans certaines régions, les maïs ils sont déjà tout jaunes. Donc ça n'arrange pas vraiment nos affaires. Mais voilà, hein, toujours regarder qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui ne sert entre guillemets à rien. Donc là, les cimes de maïs, bon, ça sert à quelque chose, mais ça sert encore plus dans le ventre de mes bêtes. Et pareil, quand vous avez des haies, par exemple, que vous avez de toute façon l'intention de tailler l'hiver, ou un arbre comme celui-là, que vous avez l'intention de faire tomber l'hiver, ben, faites-le tomber plus tôt, et puis vos animaux mangeront le feuillage. Nous sommes 1 heure plus tard, après que je leur ai distribué le fagot de maïs, et on voit qu'elles ont très bien consommé. Il reste quelques tiges qu'elles vont sans doute manger dans la soirée ou dans la nuit. Donc c'est vraiment très très bien consommé. D'ailleurs on voit là-bas Sauge qui est en train de s'amuser à manger une branche, enfin une tige de maïs. Bon, alors soignez bien vos bêtes et puis on se dit à la prochaine.